Bonjour à tous, c'est le live quotidien. Alors 19h heure française, 18h heure algérienne, comme j'aime bien le dire. Trois petites choses comme d'habitude aujourd'hui. La première, ce commentaire que m'a laissé Thérèse Wagner hier en bas d'un de mes posts, peut-être d'un de mes lives, je ne sais plus trop. Puis, comme promis, la montagne des lions. Alors ça, c'est une ancienne photo. J'ai essayé d'en chercher des nouvelles, mais en fin de compte, il n'y a que cette ancienne carte postale qui me permet d'avoir une vue vraiment forte de la montagne des lions. Sinon, je ne vois pas grand-chose. Et pour finir, ce livre-là que j'ai enfin reçu, je vais essayer de ne pas faire de reflet. Et je l'ai reçu grâce à Marie-Ange qui m'avait donné le lien. Parce que moi, alors là, j'ai plus cherché depuis 2 ans. Parce que je pensais qu'il n'était plus édité. Et en fin de compte, il n'est pas vraiment édité. Il est d'occasion, sauf qu'il est quand même tout neuf, quoi. Et je l'ai reçu de quelqu'un qui me l'a envoyé. Donc je vous donnerai le lien dans la lettre, je pense, pour les abonnés, là, parce que sinon c'est compliqué, vers un lien de livre d'occasion qui permet d'avoir ce livre-là. Voilà, je vois que j'ai déjà quelques petits spectateurs. Bonjour Chantal, comment vas-tu? N'hésite pas à discuter et à intervenir, il n'y a pas de souci. Donc, on attaque avec le témoignage, plus exactement le commentaire que m'a laissé Thérèse Wagner en bas d'un de mes posts. Alors j'ai hésité avec d'autres choses, mais je me suis dit ça c'est important parce que ça parle de transmission et j'aime bien parler de transmission un petit peu. Salut Théma. Salut Dan. Ah ben voilà, ça y est, t'as réussi quand même. Mais je sais pas comment, ben, il va falloir que tu arrives à trouver comment, parce que sinon je sais pas comment on va faire pour se retrouver tous les soirs. Et j'aime bien parce que tu participes pas mal et tu poses des questions. Alors, Thérèse écrit Maman, 86 ans, n'a jamais admis qu'on lui colle l'étiquette de pied noir. Elle censure à chaque fois et rectifie Français d'Algérie. Elle ressent ce terme comme une insulte et n'a jamais pu l'accepter. Quant au problème que te pose cette nostalgérie, il n'a pas lieu d'être, parce que je lui parlais de la nostalgie et ainsi de suite, et que ça me posait problème comme terme, parce que c'était pas un terme, à mon avis, qui rimait à grand chose. Par contre, il était apposé comme ça sur le front des pieds noirs, et je trouvais que c'était quand même gênant, parce que ça empêche, en vérité, de réfléchir à ce que sont les pieds noirs, les Français d'Algérie. Nés en métropole comme tous nos enfants, vous avez la curiosité de découvrir le pays de vos parents, mais c'est difficile à expliquer pour nous, ceux qui sont nés là-bas. Cela nous prend aux tripes, déraciner, le mot est violent, arracher avec ses racines. Bon, on en fait toute une histoire, nous les pieds noirs. Il y en a tant de déracinés de par le monde, surtout en ce moment, mais ce qui nous fait peur, c'est l'oubli de notre mémoire d'ici 1 ou 2 générations, ce qui est inévitable. Salut Nathalie! C'est, je crois, ce qui nous pousse à avoir ce sursaut de nostalgie. Nous sommes les derniers. Et alors, évidemment, c'est sûr que ceux qui sont nés, je ne sais pas, dans les années 40, les années 50, là, ils commencent à avoir un certain âge maintenant, et évidemment, c'est les derniers, puisque ceux qui arrivent après, c'est moi. Et moi, je suis né en 69, en France, à Nancy. Donc, évidemment, ceux qui ont connu l'Algérie française, ceux qui ont connu la guerre, ceux qui ont connu l'exode, bientôt, ils ne vont plus pouvoir faire passer leur message. Et alors, à chaque fois que j'entends ça, oui, tout à fait, les Arméniens, j'allais me dire, même les Chiliens, je me suis rendu compte, mais j'en ai déjà parlé dans un live précédent, même les Chiliens, les enfants de Chiliens qui ont été obligés de quitter leur pays parce que leurs parents ont fui la dictature, se retrouvent dans ces choses-là, sauf que eux, ils ont réussi quand même, mais sûrement parce que c'était plus simple, c'est plus noble quelque part de fuir la dictature que de fuir la colonisation. En tout cas, en France, c'est mal perçu, ça c'est une évidence. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois que j'entends parler de transmission, j'ai une phrase qui me vient dans la tête, qui n'a rien à voir avec les pieds noirs et tout ça, qui est tirée d'un livre que j'ai réussi à retrouver dans mes nombreux livres, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Le Guépard, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, qui est le comte de Lampedusa. Et il y a une très belle phrase qui circule partout en permanence, il faut que tout change pour que rien ne change. Et pour moi, ça, c'est typique de la transmission. Il faut que tout change pour que rien ne change. Je vous lis un tout petit peu quand même ce qui est écrit sur Wikipédia, par exemple, parce qu'il y a eu un film qui a été fait à partir de ce livre, que vous connaissez peut-être, parce qu'il est très célèbre, c'est un film de Visconti, avec Alain Delon notamment. C'est un très beau film des années 60, 70, 60 je pense. Et dans Le Guépard, Alain Delon, il joue le rôle d'un jeune. Et l'aristocratie en Italie est en train de se perdre et elle est remplacée par la bourgeoisie. Et les aristocrates pleurent parce qu'ils sont en train de perdre toutes leurs valeurs et ils n'arrivent pas à transmettre ce qu'ils avaient comme valeur.
Et ce jeune-là, il explique que si on veut conserver les valeurs, il faut que les choses changent pour qu'elles puissent être conservées dans leur forme moderne. Je crois que je ne vais même pas lire parce que finalement je l'ai expliqué correctement ici. Je vais juste lire la fin. Don Fabrizio, appartenant à une famille d'ancienne noblesse, est rassuré par son neveu préféré Tancrède, qui, bien que combattant dans les colonnes garibaldiennes, cherche à faire tourner les événements à son avantage. Tancrède, le neveu donc, explique à son oncle: si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer une république. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que tout change. Bon. Pour moi, ça, mais c'est typique, hein. Je l'ai souvent dit d'ailleurs à des responsables, entre guillemets, pieds noirs, ceux que j'ai pu creuser à droite à gauche. J'ai dit que de toute façon, si on a envie de faire passer quelque chose du monde pieds noirs, on ne peut pas le faire passer, j'allais dire comme le fait passer l'écho de l'Oranie, en décidant de se bloquer en 1962 et en ne prenant pas en compte tout ce qui s'est passé après 62 et en racontant juste l'Algérie française. Ça me paraît juste impossible. Si on a envie de faire passer quelque chose, on est obligé de prendre en compte la période actuelle, aussi bien sur le contenu que sur le format. C'est un peu pour ça d'ailleurs que je fais des lives, que je m'amuse à faire des vidéos qui sont différentes sur Nîmes. C'est parce que je pense que c'est le seul moyen d'arriver à faire passer quelque chose, c'est-à-dire de trouver la forme moderne et de parler de l'Algérie aussi moderne et de parler de l'Algérie ancienne, de parler du monde pied noir, mais ça me paraît juste impossible de se bloquer avant 62 et uniquement sur le monde pied noir pour pouvoir faire passer cette histoire-là. Donc, j'allais dire, s'il y a une chose à faire dans le monde pied noir, c'est que ceux qui s'occupent de faire passer des choses acceptent de changer leur manière de voir toute cette histoire et de s'adapter au monde moderne, parce que de toute manière, s'ils ne s'adaptent pas, ils disparaîtront automatiquement parce que c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, s'ils arrivent à trouver une forme moderne et un discours moderne, évidemment que cette histoire qui est extrêmement riche, elle résistera au temps et elle se transmettra tranquillement. C'est une évidence parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par cette histoire. Moi, je reçois donc un sondage la dernière fois. Demain, je vais voir une dame qui va me parler de ça aussi. Il y a des gens qui sont intéressés par tout ça, mais par contre, la forme sous laquelle elle est transmise, c'est juste une catastrophe parce que c'est bloqué en 62 et ça n'a pas évolué depuis 62. Donc, voilà. Bon, je m'arrête là-dessus. Et deuxième petite chose, la montagne des lions. Il paraît qu'il y avait des lions. Il y a bien longtemps, au 19e siècle en tout cas, il restait des lions. Tout le monde sait, je pense, que Oran c'est Waran et que Waran c'est les deux lions. Mais je ne vais pas commencer par là. Je crois que je vais commencer par lire. Si vous vous rappelez bien, ça c'était le livre que m'avait offert à moi et à ma sœur, mon père, à Noël. Et dans ce livre-là, le premier chapitre, il commence par une évocation de mon père qui se réveille dans sa chambre, qui ouvre les volets et qui voit la montagne des lions. Alors ce livre-là, je l'ai refait ici il y a quelques années, en fait, c'est-à-dire que j'ai récupéré tout ce qu'il avait écrit dans son livre et je l'ai mélangé avec des photographies et je l'ai mélangé avec mes deux entretiens pour garder quelque chose de un peu costaud que je puisse transmettre à ma famille, parce que je ne l'ai pas mis en vente ni rien du tout, je l'ai gardé, j'en ai fait 2-3 exemplaires pour que ça soit chez moi et que si les filles un jour ont envie d'aller plonger là-dedans, elles aient quelque chose d'un petit peu sérieux et elles ont donc les textes de mon père, elles ont les photographies et elles ont les deux entretiens que j'ai faits avec lui. Et alors le texte de mon père, quand il commence, il écrit, je vais essayer de le lire, c'est pas trop long, Oran, mars 48 ou 49. Il ne sait plus trop si c'est 48 ou 49 parce que lui il est de 43, donc il a 5-6 ans. Et il écrit, depuis le fond de mon lit, dans cette salle de séjour où la vie familiale se déroulait quotidiennement, la seule autre pièce était une chambre. J'ouvris lentement les yeux, réveillé par les piaillements stridents de dizaines de martinets qui voltaient au-dessus des maisons environnantes. En cette matinée de printemps, des pinceaux de rayons lumineux aplatis s'écrasaient sur le mur après avoir traversé les fentes des persiennes. C'était sans doute un jour de vacances, ou peut-être n'avais-je pas encore l'âge d'aller à l'école. Je n'étais pressé de rien et j'ai dégusté ces moments paisibles. Après tout, peut-être était-ce un jeudi, jour sans école. J'attendais que ma mère se lève et remontait les volets. Dans le lointain apparaissait alors sur la gauche la montagne des Lions, et sur la droite, plus loin, les monts Tiaré. Ces montagnes étaient souvent enneigées l'hiver, alors que dans l'ouest algérien, la neige tombe en plaine une fois tous les 15 ans et disparaît dans la journée. Depuis ce quartier d'Oran, le quartier Choupeau, mon père il était de Choupeau,
La vue me ravissait toujours. Ce matin-là, les martinets mêlés aux hirondelles chantaient à tue-tête en tourbillonnant. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais là, c'est vraiment de la nostalgie pure, mais c'est pas... comment dire, c'est une nostalgie de l'enfance, hein, tout simplement. Et quand il ouvre les volets, lui, il voit à gauche, tous les matins, la montagne des Lions, là-bas. Nathalie, ah là là, les martinets, rappel inoubliable dans le ciel bleu. Alors tu vois, j'ai pas vu moi qu'il y avait des martinets spécialement, mais puisque tu l'as vu, c'est donc qu'il doit y en avoir. Et alors lui, il voit là-bas, et c'est vrai que moi, quand j'ai plongé dans Oran, et peut-être que finalement, c'est en lisant ces pages chez lui, que je me suis dit, mais c'est quoi cette montagne des Lions? Et alors on se rend compte assez vite que c'est un repère fondamental, que moi, quand j'ai commencé à étudier de Oran, et je l'ai étudié de haut, hein, c'est toujours pareil, j'ai étudié ça par les cartes, par Google Earth, pas mal, et on se rend compte assez vite que Oran est coincé dans la montagne de Santa Cruz d'un côté, avec tout le pic de l'Aïdour, le plateau de Sidi Abdelkader Djilani, là, à gauche, à l'ouest. À droite, on voit la montagne des Lions, et au sud, on voit la Grande Sebka. Donc on se retrouve, en fin de compte, avec une montagne des Lions qui est un repère formidable pour découvrir Oran. Mais alors, c'est vrai que cette montagne des Lions, on la voit toujours depuis l'ouest, parce qu'elle est toujours prise en photo depuis Oran. Et j'ai passé mon temps pendant 2 ans à la voir sous cet angle-là, toujours sous cet angle-là, et c'est vrai que je la trouvais très belle. Hein. Et alors, quand j'ai pris l'avion, et ça c'est important parce qu'en fait pendant 2 ans, moi c'était les photos, les photos, les photos, les photos, puis les vidéos un petit peu, tout ce qu'on voudra. Mais en fin de compte, pendant 2 ans, j'ai tourné dans les photos, et les photos c'est toujours pareil, c'est pas un regard personnel, c'est le regard de quelqu'un d'autre, c'est soit des cartes postales, soit des photos personnelles, mais enfin c'est le regard extérieur. Et on se construit une image qui est complètement extérieure sur Oran, et alors c'est vrai que quand je suis arrivé en avion, ça passe par l'Espagne, en fait ça longe la côte de l'Espagne, ça arrive du côté de Mostaganem, et hop, ça tourne vers l'ouest. Et alors là, on se met à rejoindre Oran par l'ouest, et on passe par Arzeu, et quand j'ai vu cette montagne des Lions, là, avec ce double sommet qui est très doux, et qui est très chouette à regarder, hein, je ne suis pas sûr que ça ressemble beaucoup à un lion, je pense que c'est plutôt parce qu'il y avait des lions, hein, ça m'a fait un choc, parce que c'était la première fois que je voyais la montagne des Lions sous un angle qui évidemment n'est pas favorable à la photographie, donc que personne ne prend jamais, mais et qui donc devenait un angle personnel. Et je crois que c'est pas très loin de ce moment-là que je me suis dit, tac, je suis rentré dans Oran, moi aussi, et je commence à avoir des images qui me sont propres et qui me sont personnelles. Et c'est ce qui s'est passé partout où je suis allé dans Oran, c'est-à-dire que tout ce que j'allais voir était remplacé par ma vision personnelle, et tout ce qui pouvait être de l'ordre des photos, c'était mis de côté. Et ça, je pense que c'est un point qui est important, parce que j'en ai parlé d'ailleurs avec une fille qui s'appelle Olivia Burton, qui a fait une BD il y a 1 an à peu près, qui s'appelle L'Algérie c'est beau comme l'Amérique. Elle a à peu près mon âge, et elle aussi, elle a fait, j'allais dire, son voyage de découverte de l'Algérie, sauf qu'elle, elle est partie, mais quasiment sur un coup de tête, comme ça. Hein. Et elle a une très belle phrase, pour exprimer ça. Elle dit, on remplace du discours par du vécu. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait quand on va là-bas, qu'on découvre la montagne des Lions comme ça par derrière, c'est que tout à coup, on remplace tout ce qu'on a entendu raconter par mon père, par exemple, par les uns et par les autres, on remplace toutes les photographies, on remplace tout par du vécu, c'est-à-dire qu'on s'approprie complètement l'histoire et on devient acteur de cette histoire-là, et de mon point de vue, c'est de cette manière-là qu'on arrive à combler la rupture qu'il y a eu après 62, parce qu'on s'approprie cette histoire, on devient acteur de cette histoire, et c'est comme s'il y avait juste eu une coupure, et hop, on continue, nous, l'histoire. Et pour ce qui est de la montagne des Lions, dans mon cas, ça a été vraiment typique. Alors après évidemment, quand on monte sur Santa Cruz, tac, on change toutes les images, parce que moi, Santa Cruz, c'était le tableau qu'il y avait chez mon grand-père dans son salon, c'est-à-dire une image extrêmement typique. Ben, je l'ai remplacé par Santa Cruz quand j'y suis allé et que je l'ai vu de mes propres yeux, et c'est ça maintenant que j'ai en tête, c'est ce que j'ai dans mes propres yeux. Chantal, tu me donnes envie de visiter ce beau pays, oui, et je pense que c'est plus que le visiter, c'est plus que y aller, voir et tout ça, c'est que quand on y va,
On remplace absolument tous les mauvais souvenirs qu'on peut avoir, ou les bons souvenirs, ou tout ce qu'on voudra, on remplace des discours qu'on a entendus, ou des souvenirs qu'on a, mais qui en fait ont été transformés avec l'âge, parce qu'on transforme tous nos souvenirs, et on les remplace par de l'actuel, et on se réconcilie, parce que on arrive à combler le lien entre les souvenirs et l'actuel, et on remplace les anciens par les nouveaux. Et alors moi, je pense fondamentalement que c'est ça qui m'a vraiment soigné, c'est de remplacer les anciennes images par les nouvelles images. Et c'est merveilleux. Dan me dit, on ne visite pas, on se fond dans le pays. On ne visite pas, on se fond dans le pays. En tout cas, je suis d'accord avec toi, hein, c'est-à-dire que mais ça va plus loin. Je ne sais pas si ça va plus loin, mais quand tu dis on se fond dans le pays, c'est que vraiment on s'approprie le pays. C'est-à-dire qu'on n'est plus loin à regarder des photographies qui souvent sont faites pour être belles, pour attirer, etc., etc. Et quand on y va, on se retrouve tout à coup avec les choses réelles en face, et j'allais dire, notre mémoire, la photographie telle qu'elle est, et ça devient des photographies personnelles, un contact avec le réel. Et ça permet de, ce que dit Chantal d'ailleurs, ça permet de dégager tous les discours. Et à la place des discours, on met du vécu. Et ça soigne instantanément, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Bon, je ne vais pas m'étendre, j'avais d'autres trucs à dire sur les montagnes des lions, mais finalement, je crois que le plus important que j'avais à dire sur la montagne des lions, c'est ce que je viens de dire là, c'est-à-dire ce remplacement des discours par du vécu, parce que ça fait un bien énorme. Et je pense que de parcourir toute l'Algérie, ça permet vraiment de remplacer du passé par du présent, de se l'approprier, de se réconcilier avec, et d'être beaucoup mieux. Hein. Dernier point, c'est donc ça. Ça, je vois pas Marie-Ange, donc elle est peut-être ailleurs. Ben Marie-Ange, je te remercie quand même, tu verras peut-être la vidéo en replay, parce que j'y croyais plus du tout à ça, j'avais complètement abandonné l'idée de le chercher en français, et en fin de compte, quand j'ai dit, je lance un appel si quelqu'un a ça en français, et j'étais même pas allé chercher, elle m'a dit, là, il y a un lien, apparemment il est en français, et tu commandes et c'est bon. Et en effet, j'ai commandé, et je l'ai reçu, et alors, cerise sur le gâteau quand même, je l'ai reçu, je sais pas si vous arrivez à lire, j'espère que c'est pas trop pixelisé. Je l'ai reçu de quelqu'un qui habite à Alicante. Donc je suis super content, en plus je vais me garder la pochette où il y a marqué Alicante et la personne qui me l'a envoyé. Et j'ai jeté un œil vite fait là-dedans et tout de suite, j'ai été super content. D'abord, il y a plein de photos partout, hein. Il y a plein de photos partout. C'est un livre qui est bourré de photos. Donc il est absolument génial et il raconte l'histoire de l'immigration espagnole à Oran. Et alors je voulais lire peut-être un passage, je crois, ou 2-3 passages. Parce que ça aussi, c'est un truc que mon père m'a raconté et qui m'a beaucoup surpris. Dans ce livre-là, il y a marqué, on voit partout des hommes en manches de chemise, chaussés d'espadrilles, les guêtres déboutonnées, une bande noire à la ceinture et un large chapeau de feutre sur un foulard rouge, parfois enveloppé dans une couverture de couleur sombre. Ce sont des Espagnols. Maîtres d'Oran par 2 fois dans l'histoire, on dirait qu'ils le sont encore. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là qui est en train de s'étonner. Dans les districts d'Oran et de Sidi Bel Abbès, la population espagnole était 2 fois plus importante que la française. Un voyageur français, étonné qu'Oran ne ressemble ni à une ville arabe ni à une ville française, écrivait ce que je viens de vous dire là. Salut Naïla, d'Alger. Ah ben voilà, Alger qui vient me suivre et qui vient écouter Oran. C'est beau quand même, hein. Je suis content d'avoir réussi cet exploit. Salut Naïla, je suis content. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est super et qui raconte comment Oran était profondément espagnol et comment un visiteur français extérieur... Ah, bonjour Marie-Ange, je parlais de toi et je te remerciais parce que j'ai reçu aujourd'hui le livre sur les Espagnols en Algérie. Donc je trouve que c'est un super livre, je te le conseille vraiment, enfin je te le conseille, je sais que tu l'as commandé, j'espère que tu l'as reçu ou que tu vas le recevoir, parce que si tu regardes, il y a plein de photos. Il y a plein de photos dedans et c'est super. Et alors je viens de lire un extrait qui montre un voyageur français qui arrive et qui est complètement scotché par le fait que c'est plein d'Espagnols partout et que cette ville-là, qui de l'extérieur peut faire penser à une ville arabe ou alors une ville française, elle se retrouve surtout une ville espagnole. Et je reviens du coup sur le livre de mon père parce que dans les entretiens, et c'est important pour ça de faire des entretiens, j'avais parlé avec lui et je lui avais posé des questions. Salut Sarah. Et je lui avais posé des questions. Je lui avais demandé notamment, il y a à la fois l'Allemagne et la France qui étaient adorés. Parce que lui, de son côté, c'est des Lorrains. Et apparemment, ils étaient un petit peu fous. Ils aimaient l'Allemagne et puis ils aimaient la France.
Et il me dit, oui, voilà, on se sentait français, tu comprends? Ma grand-mère était de l'Ardèche, et son second mari, qu'elle a épousé à Valmy, 3 ou 4 ans plus tard, était de la Drôme, à côté de l'Ardèche. On se sentait vraiment français dans l'âme par rapport aux Espagnols et aux Juifs qui étaient là. C'est-à-dire que lui, il fait partie de ces Français d'origine française qui se disent, mais qu'est-ce que c'est tous ces Espagnols qu'il y a dans cette ville d'Oran? On se sentait vraiment français, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là en fait, parce qu'après il parle des Algériens, je crois que j'en parlerai une autre fois, de son regard sur les Algériens, mais lui, il est vraiment dans la ville espagnole, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Ça c'est quelque chose dont il m'a souvent parlé, qu'est-ce que je fais dans cette ville, moi français, alors qu'il y a plein d'Espagnols partout, que tous mes camarades en classe ils parlent espagnol, c'est juste incroyable. Salut Samir, je suis content de te voir, mais tu arrives juste à la fin, hein. Marie-Ange, tu l'as reçu donc? Bah, je suis content que tu l'aies reçu, j'espère que tu l'as feuilleté, tu vas voir que c'est un super livre, moi je l'ai trouvé vraiment formidable, j'ai vu qu'il y avait Carlos Galiana dedans qui faisait un petit témoignage sur les Hogueras dont j'avais déjà parlé, et je suis assez content. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette ville oranaise qui était profondément espagnole, et quelqu'un comme mon père qui était d'une lignée française et d'une famille française par son côté paternel, parce qu'en fait sa mère elle était côté Murcia. C'est quelqu'un qui s'est toujours demandé ce qu'il faisait un peu à Oran, parce que c'était une ville qui était complètement espagnole. Chantal, bisous à tous, c'est pas demain pour ma part, je bosse. Merci Paul pour ton ressenti, quel est l'auteur du livre? Juif, c'est pas une nationalité. Non, mais t'as raison, mais c'est mon père qui parle, hein, donc il mélange un petit peu tout. Il dit espagnol, il dit juif, parce que, évidemment, il y a tous les juifs d'Algérie qui ont été nationalisés et qui se retrouvent français. Donc il aurait dû dire français d'origine juive indigène. Je suis d'accord avec toi. L'auteur du livre, donc, c'est Ramon Roca. Pour ceux qui ont la lettre, là, je vous mettrai ça demain dans les liens. Alors la lettre, je vous rappelle, je vais rappeler cette petite chose-là. Ce soir, je fais le dernier résumé du live et je fignole un petit peu tout. Je mets tous les liens vers les livres et tout ça. Et pour ceux qui sont abonnés là, je vous envoie la lettre demain. Alors, un père a toujours raison. Je ne suis pas sûr que le mien, il ait toujours raison. Il a fallu que je bataille un petit peu parce qu'il est quand même assez droit comme ça et c'est pas toujours évident. Mais bon, j'en étais à un stade où moi, je voulais pas batailler avec lui, je voulais juste écouter tout ce qu'il avait à dire. Et donc, j'ai été très étonné de son regard et de voir que lui, il se considérait comme français et dessous, il mettait les Espagnols, les Juifs et tout ça. Donc ça m'a permis vraiment de comprendre que parmi les Européens, la population européenne, il y avait une stratification très forte des Français. Et ça c'était quelque chose je crois que c'est lui qui m'a permis de comprendre ça. Bon, Dan, je ne sais pas si les autres spectateurs ont eu le même problème. Il y a eu beaucoup de lags ce soir. Ben écoute, je sais pas. J'espère que ça n'a pas eu de problème. Alors le problème, c'est qu'on a deux connexions. Il y a la mienne et puis il y a la vôtre. La mienne vaut ce qu'elle vaut. J'essaie de régler le problème. Aujourd'hui, j'ai lancé un truc qui booste ma connexion Internet. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Et puis il y a la vôtre. Donc il faut que vous fassiez attention à votre connexion Internet à vous. Si elle n'est pas bonne, vous vous retrouvez avec des ennuis. Et après, il y a la mienne. Et moi, j'essaie vraiment de batailler comme ça pouvait. Mais je vois que j'ai ma connexion qui est faible, tac, de temps en temps. Donc j'espère que ça n'a pas trop... je regarderai ça dans le replay pour voir. Voilà, bon, je suis content, vous m'avez posé des questions, vous êtes intervenus, j'ai vu plein de monde, donc je vous remercie toujours de me suivre. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, qui veulent avoir tous les résumés, qui veulent avoir les liens vers le livre, par exemple, les choses comme ça, vous avez sous quasiment tous mes posts un lien qui pointe vers l'abonnement à la lettre, et comme ça, vous pourrez voir vos lives directement, parce que sinon, sur la page Facebook, ça devient très compliqué d'aller chercher mes vieux lives. Neila, moi je vous reçois 5 sur 5. Bon, alors si tu me reçois 5 sur 5, Neila, c'est génial. Voilà, donc je vous remercie de me suivre, c'est super sympa. On est 10 encore aujourd'hui, c'est génial, 10. Hein, je commence à atteindre 2 chiffres, c'est génial. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas de quoi je vais parler du tout. J'espère que je vais tenir longtemps comme ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai des choses à raconter, donc je les raconte. Et un grand merci, Paul, pour ces moments. C'est moi qui vous remercie à tous d'être là, parce que moi, je suis super content de discuter avec vous. Nathalie, beaucoup de coupures pour moi ce soir. Je le regarderai à nouveau tout à l'heure. Je vais regarder ça dans le replay. On va voir qui c'est, à qui la faute. Peut-être à moi. Je vous dis ciao. À demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Portez-vous bien.
Bye.